Commençons par ce que tous les médias évitent soigneusement en ce moment. Le suicide du père Claude Gillot. Un homme de foi, un homme de silence, un homme de secret. Officiellement, il s'est donné la mort le 15 mars. Il laisse une lettre à sa sœur, une lettre dont le contenu ne sera jamais révélé. Pourquoi? Parce qu'il ne s'agit pas d'une simple lettre d'adieu. C'est un testament. Un testament qui dérangeait manifestement. Cet homme était intimement lié à la famille du petit. Il avait même baptisé le petit Émile. Il connaissait leurs habitudes, leurs croyances, mais ce qui est plus troublant encore, c'est la signification de ce suicide. La question qui s'impose est la suivante. A-t-il reçu une confession? Une de ces confessions qui vous marque à jamais. Une de celles qui pèsent sur la conscience comme un fardeau insoutenable. Mais penchons-nous maintenant sur cette famille, car tout semble partir de là. Une famille que les habitants du Haut-Vernay décrivent comme à part. Pas simplement très croyante, non. Il s'agit d'un catholicisme traditionnaliste teinté de pratiques ésotériques, d'une forme de religiosité qui flirte avec l'occulte. Certains évoquent une communauté presque fermée, organisée autour d'un patriarche inflexible. Un patriarche qui avouait des violences sur mineurs. Un grand-père au regard distant, qui brillait par son absence lors des battues. Est-ce que vous l'avez observé lors des obsèques du petit? Ce détachement étrange, cette posture, est-ce vraiment l'attitude d'un homme qui pleure la perte de son petit-fils? La question centrale revient donc. Le petit Émile a-t-il été l'objet d'un rituel? Je sais que cette idée est troublante, mais observez les faits. L'enfant disparaît dans une région marquée par des activités sectaires historiques. Près de Castellane, on a le siège du Mandarum, une organisation aux pratiques connues seulement de ceux qui acceptent de voir au-delà des apparences. Le terrain est anciennement lié à des cultes ancestraux, des sources sacrées, des forêts millénaires, des lieux d'énergie particulière. Rien de tout cela n'est insignifiant. Et si je vous révélais que certaines personnes proches de cette affaire étaient liées à des réseaux particuliers? Des personnes qu'on retrouve dans d'autres cas similaires, les mêmes schémas, les mêmes profils familiaux atypiques, les mêmes enfants au regard profond, aux caractéristiques rares. Et puis, on a cette joggeuse qui découvre, par hasard, un crâne seul étonnamment préservé. Le tout à moins d'1 kilomètre du domicile. Un lieu pourtant fouillé des dizaines de fois par les chiens Saint-Hubert, les maîtres chiens militaires, les drones thermiques, les centaines de bénévoles. Comprenez ce que cela signifie. Ce crâne a été déposé délibérément. On voulait qu'il soit retrouvé. Et pas n'importe quand, durant le week-end de Pâques, l'une des célébrations les plus symboliques du calendrier chrétien. La résurrection, la mort suivie d'une renaissance. Vous allez le voir, l'affaire du petit Émile n'est qu'un bis repetita d'autres affaires que nous avons déjà traitées par le passé. Au même endroit ont disparu 2 autres enfants. Je dis bien 2, car on a certes parlé du petit Yanis, disparu en 1989 dans le même secteur et plus précisément à Ganagobi, qui se trouve à 60 km du Vernet. Là encore, un enfant qui ne sera jamais retrouvé. Mais nous avons également Mathieu, 10 ans, disparu dans les mêmes conditions en 1983 aux abords de Castellane dans les Alpes de Haute-Provence, endroit qui se situe à 80 km de Ganagobi et à 85 km du Haut-Vernay. Autant dire que depuis des décennies, une personne arpente ce secteur et enlève ses enfants sous le nez des habitants. Car pour moi, je le dis très clairement, l'affaire du petit Émile est une affaire d'enlèvement. Pour moi, mes amis, il y a 2 pistes possibles et pas une de plus. La première, le drame familial. Fort possible. Comme je vous l'expliquais plus tôt dans la vidéo, la famille arrive au village, se balade sur la seule route du hameau, ce qui conduira les chiens à renifler la présence du petit sur le parcours de leur promenade. Donc possible que les parents soient rentrés et que l'enfant ne soit jamais ressorti pour une raison encore inconnue. Ensuite, on a les fameux Saint-Hubert qui ont vraiment un flair hors du commun. Et ces Saint-Hubert de la gendarmerie ont suivi la piste olfactive jusque la fontaine du village. Soit l'enfant est dans la maison des grands-parents, et ce qui m'a définitivement convaincu de ce que je vous avance ici, c'est cette photo qui a largement circulé sur les médias. Car sur cette photo bien plus nette qui a circulé sur tous les médias, on peut voir 2 lignes. Une ici et une là. Celle du bas part en courbe, mais celle-ci, donc la supérieure, est une ligne simienne, mes amis. Autrement dit, un trait qui coupe la main à l'horizontale, ce qui veut dire que le petit Émile est un enfant Zohri. Il n'y a plus aucun doute là-dessus. C'est là qu'il fallait regarder. Je vous le redis encore une fois, ce ne sont pas n'importe quels enfants qu'on cible. Nous sommes sur la même affaire que la petite Lola qui a été ciblée pour les particularités qu'elle avait. Pour le petit Émile, nous sommes en présence du même type de commande et vous devez ouvrir les yeux sur cette réalité, mes amis. Les enfants Zohri, ce n'est pas que du folklore oriental. C'est une réalité. Carl Zero, que j'apprécie beaucoup, commence à le comprendre, que les 3/4 de ces enlèvements tournent autour des particularités qu'ont ces enfants. Canicule, période où le soleil tape, on dit que le mercure est élevé, donc dans cette période caniculaire,
Le 8 juillet, on nous annonce la disparition d'un enfant de 2 ans et demi dans la commune du Vernet, en Alpes de Haute-Provence. Émile Soleil, petit garçon de 2 ans et demi, volatilisé, disparu. Du petit Émile Soleil avec une fleur sur l'oreille gauche qui fait penser au soleil. En plus de ça, il était habillé avec un maillot jaune et un short blanc. Encore la référence au soleil. Une blague